Bonjour, ravi de vous retrouver pour l'invité de la rédaction, une émission proposée toutes les 2 semaines après le JT. Je reçois aujourd'hui Laurent Trézalet, maire de Pézénan-Croix et surtout président du conseil d'administration du parc national de la Vanoise. Bonjour. Bonjour. Alors après le rejet de la charte par la grande majorité des communes il y a un an, quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein du conseil d'administration que vous présidez depuis le mois de décembre ? Alors, dans le conseil d'administration, certes, il n'y a plus les élus, donc il y a ce petit manque d'un côté. D'un autre côté, il y a une sérénité, puisque j'ai trouvé aussi des personnes de confiance avec qui travailler et avec qui mettre en place les différents changements qu'on espère à l'intérieur du parc. Donc, ça va, ça se passe bien, on travaille, on avance, alors ça ne va jamais assez vite, mais ça avance. Oui, parce que les élus, donc les maires des communes adhérentes au parc, ne siègent plus au conseil d'administration depuis votre élection. Donc comment renouer le dialogue? Comment vous y travaillez? Alors les communes non adhérentes Non ne adhérentes. siègent pas. Communes adhérentes, on est deux, donc il y a que moi qui siège. Comment renouer le dialogue? On travaille avec le Conseil général de la Savoie sur un audit médiation. Donc, ce qui va permettre de remettre tout le monde autour de la table, que tout le monde s'exprime par rapport au parc et aux problèmes qu'il peut avoir avec le parc, soit la collectivité, soit les populations. Donc on essaie que tous les acteurs s'expriment là-dessus et de trouver une règle de fonctionnement entre les populations locales, les élus locaux, et puis l'établissement Parc de la Vanoise. Vous, en tant que président, quel est votre rôle là-dedans? Alors, le président, en dessous de lui, il a une directrice, donc une nouvelle directrice. Donc, c'est mon rôle de recruter la directrice, de faire la politique avec le conseil d'administration, avec le bureau du conseil d'administration, de faire la politique du parc, bien sûr en lien avec le ministère de l'Environnement, puisque les fonds viennent du ministère, c'est un établissement d'État. Le rôle du président, c'est celui-là, c'est d'impulser cette dynamique, de donner les grandes orientations pour que la directrice travaille dans ce sens-là. Le parc a été créé il y a plus de 50 ans. Comment expliquer que le sentiment d'appartenance à ce parc ne soit pas plus unanime? Comment expliquer qu'on ne soit pas fier d'avoir un parc national chez nous? Peut-être plein de petites choses, parce que quand on parle du parc de la Vanoise aux locaux, beaucoup ont une mauvaise petite histoire à raconter avec le parc, alors qu'on devrait être fier d'avoir le parc chez nous. C'est une explication. Après, c'est compliqué, hein. C'est des gens qui sont pas originaires de nos vallées. S'intégrer dans nos villages, c'est pas évident non plus. Donc il y a peut-être ça. Il y a plein d'explications. Faut demander. Alors je vais poser la question différemment. Qu'est-ce que vous faites pour que ce sentiment d'appartenance il soit plus fort? Pour que ce sentiment il soit plus fort, le parc, les agents du parc, ils ont une double casquette. Ils ont une casquette de protection, une casquette de développement durable, et puis ils ont aussi une casquette de gendarme. La casquette de gendarme, elle n'est pas forcément facile à porter tous les jours, puisqu'il faut être droit, juste, et des fois, on dit dire à son voisin que ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est pas forcément évident. On essaie de travailler pour que le parc il soit plus moteur, participe plus aux projets locaux et vienne en appui plutôt qu'en opposition. Donc le but de la charte c'était celui-là. Sur ma commune ça fonctionne. Alors c'est pas rose tous les jours non plus, hein. C'est le temps de se mettre en place. Mais si le parc peut travailler avec les collectivités pour que le développement durable, la protection de l'environnement puisse s'allier au développement économique, ça c'est le rôle du parc. Donc mon but c'est de faire pour que l'établissement soit partenaire dans le développement économique sans oublier la protection de l'environnement. Alors l'un des outils qui a été mis en place pour le volet économique, c'est la création d'une marque Esprit Parc National. Elle a été lancée officiellement en Vanoise fin septembre. On regarde un reportage d'Emmanuel Jaude, on se retrouve juste après. Créée il y a un an déjà, la marque Esprit Parc National est arrivée en Vanoise fin septembre. Une griffe commune aux 10 parcs nationaux français, de métropole comme d'outre-mer, et qui vise à mieux communiquer sur les produits issus de ces espaces protégés. Quelque part, une façon d'homogénéiser la filière. Cette marque, elle est développée par les 10 parcs nationaux, donc il y a une volonté du réseau des parcs nationaux portés Parcs nationaux de France, puisque c'est nous qui sommes propriétaires de la marque, de témoigner que la protection et la mise en valeur de la nature, elle passe
aussi par des partenariats avec les acteurs économiques, touristiques, producteurs agricoles ou qui font des produits d'artisanat. Donc il y a une volonté d'engagement national et donc 9 des 10 parcs sont actuellement engagés. On a 220 acteurs économiques qui ont signé sur la marque pour à peu près 350 produits et services marqués et c'est en plein développement actuellement. Artisanat, circuit de découverte ou encore hébergement éco-responsable sont donc autant de produits qui peuvent prétendre à décrocher le titre convoité de produits du parc. En Vanoise notamment, un accompagnateur en montagne et un apiculteur ont pour l'instant été certifiés. Le parc représente quand même un espace de liberté, de préservation de la nature. En tant qu'apiculteur, je suis très intéressé par tout ça. Et de travailler en partenariat avec le parc sur un produit de qualité, ça m'intéressait. Donc c'est pour ça que j'ai participé à cette aventure. On a quand même travaillé sur un cahier des charges. Un cahier des charges qui ressemble au cahier des charges bio, parce que je ne suis pas certifié bio et j'ai hésité. Mais donc je pense que j'ai choisi l'Esprit Parc parce que c'est quand même plus près de chez moi et ça correspond à mes valeurs. Des valeurs qui prennent toutefois un accent économique. Pourtant, ici, on se défend bien de vouloir monétiser l'espace protégé. Je crois que c'est une manière de reconnaître ceux qui façonnent le territoire, ceux qui le font découvrir, ceux qui le font vivre aussi. Et je pense qu'on est tout à fait capable d'assurer une belle complémentarité entre la protection des espaces naturels et la valorisation de tout ce travail et de toutes ces personnes qui le font découvrir. Je pense que c'est plutôt complémentaire. Un lancement prometteur et qui devrait attirer en quelques années des dizaines de produits à l'instar des autres parcs nationaux français, déjà tous réunis sous l'égide de l'Esprit Parc. Ce type d'opération, de labellisation sur le parc, ça peut permettre d'avancer. Aujourd'hui, ce qu'on a vu dans le reportage, c'est que le parc, il peut amener son image. Son image, elle est connue nationalement, même internationalement. C'est une énorme plus-value. Et si, avec des acteurs, comme par exemple l'apiculteur Kléber Sylvestre, qui a cette envie de faire quelque chose dans le développement durable, le parc peut certifier des gens comme ça et les aider à valoriser leurs produits, à valoriser des bons produits, des produits qui sont faits correctement. Alors, ce n'est pas du bio, mais c'est pas loin, les critères sont quasiment les mêmes. Ça, c'est un vrai avantage que le parc peut apporter aux socioprofessionnels et au territoire. C'est un bon compromis entre protection et économie. C'est un petit peu ce que disait la directrice dans l'interview. Tout à fait. Aujourd'hui, le rôle du parc, je le répète, c'est de trouver la solution pour qu'on puisse continuer à vivre dans nos communes. On a besoin des remontées mécaniques et on a aussi besoin de faire de la préservation. Comment on fait pour faire les deux? Si le parc peut être au milieu et faire ce médiateur entre tout ça, on aura gagné et on sera fiers de travailler avec le parc à chaque fois. Vos dossiers prioritaires aujourd'hui? Alors, les priorités qu'on a données à la directrice, c'est de travailler en interne sur le management des équipes, sur les aider les agents et mettre les moyens en place pour que les agents puissent travailler avec les collectivités, puissent travailler avec les socioprofessionnels, puisque c'est ce que demande la loi de 2006, que le parc se retourne vers les populations et vers le tourisme. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Et puis, deuxième objectif, ça c'est plus pour le conseil d'administration, c'est renouer le dialogue avec l'ensemble des partenaires, les collectivités, le conseil général et puis les socioprofessionnels. Vous êtes confiant? Je suis de nature optimiste et positive, donc oui, je vois déjà de l'avancée. Alors, faire évoluer les mentalités, mettre le parc en mouvement et puis le rendre plus attractif et plus efficace, ça prend du temps. Si on commence aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, il y aura un vrai impact et un vrai changement et tout sera oublié. Parce que les communes vont pouvoir de nouveau donner leur avis sur une adhésion ou non à la charte en 2018. C'est votre objectif 2018 ? L'objectif, c'est que les 27 communes, 27 signent la charte. Non, l'objectif, ce n'est pas que les 27 communes signent la charte. Aujourd'hui, l'objectif, c'est faire que le parc soit plus attractif et soit vraiment moteur sur le territoire. Si on arrive à faire que le parc ait cet intérêt-là, les gens vont peut-être le reconnaître et auront envie de travailler avec le parc. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas d'aller vendre le parc, d'aller monnayer cette image pour que les communes adhèrent. Aujourd'hui, c'est de montrer que le parc peut travailler avec les collectivités de façon positive. Alors une opération positive, justement, c'était il y a quelques jours à Tignes. C'était une première, une innovation au service de la nature finalement.
des lignes électriques ont été sécurisées par un drone. On regarde une interview réalisée par Emmanuel Jaude. Le drone, ça permet effectivement de travailler de manière plus efficiente, donc de remplacer la main de l'homme là où la main de l'homme est trop éloignée. En l'occurrence, l'idée, c'est de protéger les lignes par rapport à deux risques. Un risque de percussion, donc les oiseaux qui ne voient pas la ligne, donc collision et donc collision mortelle. L'autre risque étant bien sûr l'électrocution, pas tant sur la ligne elle-même que sur les supports. Donc l'opération d'aujourd'hui vise à équiper d'une part un support, en technique traditionnelle à partir effectivement d'une nacelle et d'équipes de travaux sous tension d'Enedis. Et l'autre technique plus nouvelle, c'est le recours au drone pour vraiment intervenir dans une partie de l'ouvrage inaccessible avec nos véhicules. Ça fait pas mal d'années qu'on essaie de trouver les secteurs sur lesquels il faut agir en priorité. C'est un travail qu'on fait en partenariat bien sûr avec Aster, avec la LPO, donc à eux de nous dire à quels endroits est-ce qu'il est plus pertinent d'intervenir, à nous de trouver les bonnes solutions. Donc les solutions classiques, c'est intervenir à partir d'une nacelle, poser des équipements sous forme de travaux sous tension. Mettre une nacelle, ça veut juste dire être à proximité quand même du support et de la ligne. Encore une fois, quand on est au-dessus d'un cours d'eau, on ne peut pas le faire. Et donc, on essaye de recourir à des technologies nouvelles, en l'occurrence le drone, pour faire à la place de l'homme un travail qui est un travail en milieu hostile ou en tout cas en milieu difficile. Une opération comme celle-ci, elle a vocation à être renouvelée régulièrement ? Alors cette opération, elle dure quand même depuis 10 ans. Hein. Alors avant, La ça se faisait de sécurisation des façon lignes. manuelle, la sécurisation des lignes donc électriques ou même remontées mécaniques. Au début, c'était que les lignes électriques. Maintenant, les remontées mécaniques sont partenaires et le font eux-mêmes. Là, la nouveauté, c'est de le faire avec un drone, donc on gagne en efficacité. Pas encore en coût. Bien sûr, le but, c'est de continuer et c'est même d'être plus ambitieux. On peut imaginer d'autres choses pour que préservation de l'environnement, développement économique ou touristique puissent fonctionner ensemble. C'est aussi une volonté d'Enedis aujourd'hui. Dernière question, on en est où de la question du loup qui a aussi posé question dans le parc national de la Vanoise? On se souvient d'une séquestration du président, du directeur par les agriculteurs. Ça avait été compliqué. Est-ce que la situation s'est un petit peu stabilisée? Alors c'est toujours compliqué. Il faut bien distinguer les choses. Le parc de la Vanoise gère l'espace cœur. Donc dans le cœur, la maîtrise appartient à la directrice, mais au-dessus de la directrice, alors il y a moi, président du conseil d'administration, mais je suis petit là-dedans, mais il y a surtout le ministère de l'Environnement. C'est le ministère aujourd'hui qui décide de ce qu'on peut faire. Pour ce qui est hors cœur du parc de la Vanoise, le parc n'a rien à dire là-dessus, c'est directement les services de l'État et le préfet qui s'occupe du loup. Donc le parc a vocation à s'occuper de la zone cœur, mais pas du reste. Et dans la zone cœur? Et dans la zone cœur, c'est pas forcément évident. Le parc peut être partenaire, donc proposer de l'hébergement complémentaire pour que les bergers puissent rester plus facilement sur place, des aides financières aux agriculteurs pour qu'ils puissent mettre un deuxième filet, par exemple, autour de leurs moutons. Et puis, c'est de l'aide avec les gardes moniteurs, puisqu'ils vont faire les reconnaissances d'attaques de loups et aident l'agriculteur à se faire indemniser. Voilà ce que le parc peut apporter sur l'espace cœur par rapport au loup. Toute dernière question. Vous êtes le président du parc le plus jeune. Vous avez pris la présidence du conseil d'administration à un moment où c'était compliqué. Comment ça va au bout de quelques mois à la tête du conseil d'administration? En tant que... j'apprends beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est intéressant. Alors il y a des petites contraintes, mais ce n'est pas moi qui suis au jour le jour sur le terrain. Ça, c'est les gardes moniteurs. Pour eux, la vie est, à mon avis, plus compliquée. Pour moi, ça va. Dans quelques mois ou quelques années, je change, je ferai autre chose. Et non, pour l'instant, c'est pas décourageant. À chaque fois que je rencontre un garde-moniteur ou un agent du parc, je trouve du dynamisme et de l'envie. Donc pour l'instant, je me heurte à peu de problèmes, on va dire, en interne. Sur l'extérieur, c'est des à côté. Pour l'instant, on reste un peu de son côté et ça va très bien. Pour moi, ça va, on peut continuer. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'était l'invité de la rédaction. On se retrouve dans 2 semaines. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. À bientôt.